de maintien en condition opérationnelle de ces boîtiers-là et ces devices dans le temps. On va passer, l'atelier aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, l'idée c'était de faire un atelier interactif. Alors la salle ne le permet pas forcément, mais on a beaucoup d'étapes dans un cycle de vie des objets connectés. La publication qu'on avait fait paraître, qui a donné lieu à cet atelier, était riche, mais couvrait un certain nombre d'aspects, de process à couvrir. Donc surtout quand on arrive sur la partie explication, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des thématiques, des sujets que vous voulez qu'on approfondisse plus que d'autres. Plutôt qu'on survole tout, c'est peut-être plus intéressant pour tout le monde de faire des focus et de partager sur quelques points. Donc n'hésitez pas à lever la main ou vous manifester pour qu'on puisse bien interagir sur ces différentes thématiques. Très brièvement, qui on est à Wavestone? On est un cabinet de conseil indépendant issu de la fusion de Solucom et de Kurt Salmon il y a 4 ans. On est cabinet qui a des expertises sectorielles, fonctionnelles et technologiques. Et c'est généralement sur les thématiques IoT, une combinaison de savoir-faire technologique et sectoriel qu'on met en pratique chez nos clients pour les accompagner. Quand on dit qu'on est pure player conseil, c'est qu'on ne vend pas de solutions à nos clients, on les accompagne dans le choix des solutions, dans l'industrialisation des solutions. On ne vend pas, on n'est pas vendeur de solutions telles qu'elles soient en termes d'IoT. Je continue très brièvement. Enfin, si vous avez des questions sur le cabinet, on pourra échanger après, mais je pense que ce n'est pas le but de cet atelier aujourd'hui. Ce que c'est pour nous, côté Wavestone, l'IoT, comme je le disais, on en a fait un sujet IoT pour le business. On intervient beaucoup dans des entités métiers et IT. On travaille avec des gens qui sont issus d'expertise sectorielle et technologique sur ces sujets. On a l'ambition, et c'est un peu tout l'objet de l'échange aujourd'hui, d'accompagner nos clients sur l'industrialisation. Benoît le mentionnait précédemment, allant jusqu'à plusieurs millions d'objets connectés. Donc, comment on gère, comment on industrialise, on va gérer ce parc de capteurs. L'ambition, c'est d'aider nos clients à passer du phase de POC, d'expérimentation, à une vraie industrialisation de leur projet IoT. Et c'est un sujet qui a le vent en poupe chez nous. On a fait un peu plus de 100 missions IoT l'année dernière, qui ont mobilisé à peu près 150 consultants chez nous, dans nos équipes Wavestone. Et sur le dernier point, influenceurs du marché, en tout cas, on essaie de collaborer au marché de l'IoT, d'où notre présence aussi aujourd'hui au CIDO. Je ne sais pas si quelqu'un avait une thématique ou si peut-être on présente rapidement la vision qu'on a du cycle de vie et après on pourra interagir sur les différentes étapes. Ce qu'on avait voulu représenter dans ce schéma, c'est les deux... Quand on pense objet connecté, il y a bien un parcours physique et un parcours numérique, on va dire, de l'objet. Et ici, c'est les différentes phases qu'on a voulu représenter. Et si on commence peut-être par le début de vie, donc tout ce qui va être le prototypage, la fabrication physique donc en série de nos capteurs, et le provisioning, c'est-à-dire la création de leur identité numérique. Déjà, sur cette première étape, on voit qu'on a un volet important de synchronisation d'acteurs. En fait, quand on parle d'un capteur, déjà, si on a un capteur, on peut avoir des gateways, on peut avoir plusieurs fabricants, on peut avoir un opérateur, on peut avoir des fournisseurs de cartes SIM. On a tout un volet de coordonner une donnée, un élément physique, donc une livraison, une logistique physique de nos objets vers des stocks centrales, des stocks locaux, par la suite pour l'approvisionnement, à coordonner avec la réception des informations numériques, l'identité de mes capteurs, etc. Donc il y a un vrai enjeu, une vraie complexité déjà à ce niveau-là, lors de la simple création du capteur en tant que tel, de réussir à bien coordonner les différents acteurs et à faire travailler ensemble le volet physique et numérique du capteur. Et c'est d'autant plus difficile que cet objet, c'est pas un objet, c'est un ensemble de composants avec énormément de logiciels dedans, faits souvent par des développeurs différents, des fournisseurs différents. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a la puce, la SIM éventuellement, la telco, il y a des couches très basses logicielles et un peu plus haut. Et tout ce sandwich-là, il a une complexité et chaque module vit de manière indépendante, avec des entités de développement qui sont parfois un peu partout. Donc, lors de la fabrication, on va le retrouver, cette complexité-là, avec éventuellement l'objet qui est créé par bout. Je donne l'exemple d'un objet avec une carte SIM. Clairement,
La carte SIM qui va permettre de faire de la 2G, 3G, elle est produite par un fournisseur de carte SIM qui n'est pas celui qui fournit l'objet. La carte SIM, elle va avoir du soft avec des logiciels dedans aussi, des applets Java potentiellement. Et l'objet connecté, il a plein de choses. Donc tout ça, avoir la référence de cet ensemble-là correctement au niveau du système d'information qui va pouvoir après s'interconnecter avec lui, c'est essentiel et c'est pas si simple que ça. Alors, ça peut être masqué parce qu'on l'achète en gros chez un fournisseur qui nous masque la complexité de l'objet, mais dans la vraie vie, il y a de toute manière tous ces acteurs-là. Et c'est d'autant plus complexe, en tout cas, il faut faire attention, il y a des éléments aussi de sécurité dedans. Donc, il y a des informations qui viennent avec le device IoT qui vont lui permettre de s'enregistrer sur la plateforme, de jouer avec la plateforme, d'être capable d'être piloté à distance. Donc, ça peut être des certificats, des clés cryptographiques. Et il faut que la livraison physique soit en lien avec sûrement une livraison d'informations de référence et de clés cryptographiques associées au capteur ou au device. Donc, gérer tout cet ensemble de partenaires nécessite, notamment quand on a des grands volumes, de préparer les choses et d'avoir des processus industriels sur cette livraison physique et numérique du device. Ensuite, il y a la phase d'après où il peut y avoir un temps très long entre le moment où un device est produit et le moment où il est utilisé, ou même où il est appairé. Par exemple, si on le met dans une boîte aux lettres, dans une voiture, quand on fait le lien entre la boîte ou la voiture et le device, ça peut être fait très longtemps après la production. Et enfin, il y a l'aspect utilisation, éventuellement vente, si on parle d'un véhicule ou d'une boîte aux lettres connectée que je voudrais vendre plus tard, qui peut être aussi là très longue. Donc on a un espace-temps sur le début de vie qui est très long. Ce n'est pas juste la fabrication, c'est quelque chose qui va se dérouler dans le temps. Et on peut avoir, et d'où l'intérêt après de la partie OTA, des devices qui ont été produits il y a 1 mois, 2 mois, 1 an, qui ont été stockés pendant longtemps et qui vont commencer leur vie ou être commercialisés bien après. Et comment je fais, parce qu'en fait il y a des coûts de fabrication à chaque fois, comment je fais pour pouvoir fournir le service de dernière génération à celui qui va acheter le device. Ça soulève aussi une question, on a parlé rapidement là de l'appairage, il y a toute la problématique de l'intégration aux bases de données, c'est-à-dire quel objet est monitoré par mon capteur. Donc toute cette capacité à faire le lien et à interconnecter, et à faire le lien entre mon capteur et mon objet, c'est toute la problématique de référentiel à mettre en place autour de l'IoT aussi, de manière industrialisée, qui va pouvoir mettre à jour les données j'ai reçu le capteur dans mes stocks centraux, je l'ai envoyé sur mes stocks locaux, du coup j'ai l'information d'où il est, j'ai des données qui arrivent aussi du capteur qui s'est bien provisionné, qui s'est bien enregistré sur la plateforme. Donc il y a différentes parties prenantes dès le début qui vont fournir des informations, qui vont venir enrichir la base de données des références, le référentiel des capteurs. Donc il y a bien aussi ce référentiel à penser, à mettre en place et à bien connecter avec des référentiels métiers autres qui vont fournir par exemple une base de données de véhicules, une base de poteaux électriques, que sais-je, qui eux seront les objets physiques sur lesquels on va appairer nos capteurs. Donc ça, quelque part, c'est tout le début et après on a ce qu'on a appelé la phase d'enrôlement. C'est le moment où notre capteur il est connecté, il est à notre plateforme IoT, donc il commence à émettre de l'information et on va rentrer dans une phase de supervision. Un des gros enjeux qu'on observe côté client sur la supervision, c'est tout le concept du device twin, c'est-à-dire comment j'arrive à avoir une bonne vision, un maximum de données, les données les plus exactes possibles en version numérique sur ma plateforme de ce qui se passe en physique, de mon capteur physique. Et c'est cette bonne vision qui permet réellement de superviser, avoir les métriques et de traiter cette donnée supervision de capteur. Et cette donnée supervision capteur, elle est souvent différente et à traiter dans un flux différent de la donnée métier qui, elle, est remontée du capteur, qui est la donnée utile, qui est la donnée pour laquelle on a installé le capteur. Mais en parallèle de ça, il y a tout un flux de données aussi à penser, qui est tout ce qui va toucher au capteur et à son maintien en conditions opérationnelles.
Une fois que le device ou le capteur est enrôlé, il va falloir le faire vivre, donc l'utiliser. Et l'utiliser va être aussi le configurer. Parce que potentiellement, il va avoir des achats de services. Un client va décider de prendre telle option, d'avoir de nouvelles fonctionnalités. Et donc, il faut être capable de lier le système de gestion du device avec le système d'information de vente, d'après-vente, parce que clairement, on veut faire du business autour. Donc ce lien-là, ça veut dire que le système de gestion du capteur n'est pas là que pour des raisons techniques, il est là aussi pour paramétrer, activer, désactiver des fonctions et faire vivre ce capteur. Et des fois aussi, lié à la nouvelle fonction, mettre à jour. Et donc l'utilisation, c'est la mise à jour. La mise à jour pour des questions business parce que je veux avoir une nouvelle fonctionnalité, parce que je veux être capable de changer certains paramètres, mais aussi pour des questions techniques, de cybersécurité, parce qu'il y a de l'obsolescence, voilà, ou parce qu'on veut mettre à jour pour avoir l'ensemble du parc homogène, parce qu'on a des infrastructures serveurs qui doivent évoluer, et on veut que l'ensemble des capteurs qu'on a puissent s'accoster avec les nouvelles versions serveurs pour pouvoir décommissionner les anciennes. Ben pour ça, il faut être capable de mettre à jour un ensemble du parc de manière homogène. Et donc, on a besoin d'un outillage. Et c'est tout l'intérêt de l'outillage et du cycle de vie et de la gestion du capteur dans la durée. Et c'est pas si évident que ça, parce que quand on parle d'usage, on se dit, bah ouais, le capteur, il est là en permanence. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Alors, ça dépend de l'usage, bien sûr. Mais si je parle, par exemple, d'un véhicule, un cas que je connais bien, les véhicules, ils sont démarrés, pas démarrés. Ils peuvent être en sous-sol et donc non accessibles. Ou ils peuvent rester sur parc pendant des mois. Donc, on a des parcs potentiellement de devices IoT qui sont extrêmement hétérogènes et qui vivent leur vie de manière indépendante. Et quand ils vivent cette vie, quand ils sont potentiellement utilisés, on peut avoir beaucoup de mal à les atteindre parce que, justement, ils sont en sous-sol. Donc, on ne sait même pas si ils ne fonctionnent pas parce que c'est normal qu'ils ne fonctionnent pas, parce qu'ils ne sont pas utilisés, parce qu'ils sont en sous-sol, ou ils ne fonctionnent pas parce qu'ils sont dysfonctionnels. Donc, il y a la notion d'usage et la capacité à piloter, à comprendre ce qui se passe, à superviser, à être capable de dire, bah oui, mais là, effectivement, c'est un réel dysfonctionnement, ou là, il n'est pas utilisé, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour ça, il faut être capable de maintenir en permanence le lien entre le capteur réel et les informations qu'on a en centrale par rapport à ce capteur. Notamment quand on a des très grandes volumétries, on ne va pas pouvoir faire les choses à la main. Il va falloir être capable de faire des statistiques, d'avoir des tableaux de bord, d'être capable de déterminer des comportements qui sont anormaux, de pouvoir calculer le nombre de devices qui sont dans cet état-là, de pouvoir gérer les mises à jour sur des grands nombres, de gérer une diversité. Et tout l'outillage de device management va permettre de faire ça. Mais ça nécessite d'avoir prévu l'ensemble des cas d'usage. Et clairement, faire de la mise à jour à distance, gérer l'usage, quand on a centaines, des milliers, ça va. Quand on commence à avoir des millions, il y a énormément d'entropie. Des dizaines de millions de capteurs, ils ne vont pas tous se comporter pareil. Ils vont être dans des températures différentes, à des endroits différents. Et on va se rendre compte que des petits problèmes qui existaient, mais qui n'étaient pas visibles sur des petits nombres, commencent à être visibles parce que ça représente 0,1% ou même 0,01%, mais 0,01% sur 1 million ou sur 10 millions, bah, ça fait du chiffre. Ça fait un certain nombre. Et on commence à avoir des problèmes et il faut être capable de les analyser. Et pour avoir ça, il faut des outils qui nous permettent de superviser, de maîtriser l'ensemble du parc. Et tout cet outillage-là est essentiel. Et souvent, lorsqu'on démarre un projet, on ne se projette pas, ce qui est normal, hein, on ne voit pas que ce petit 0,01%, au final, ça fait beaucoup et qu'il faut avoir mis en place les outils en amont pour pouvoir les gérer. Donc c'est toute cette partie-là, en prenant en compte aussi des cas extrêmement intéressants où
des fois, on se dit, c'est pas la peine, on va pas mettre la capacité de gérer les choses à distance parce que c'est trop compliqué. Et donc, on va permettre des opérations de maintenance manuelles. On va se dire, bah, ça arrive tellement peu souvent, on va faire aller à quelqu'un dessus parce que pour traiter 0,01% des cas, autant qu'on y aille manuellement. Certes, mais dans tous les cas, il faut essayer que l'opération qui est faite en local soit reflétée en centrale. Parce qu'il est très difficile de synchroniser et d'être informé de ce qui se passe sur le terrain quand on est en centrale, quand ça ne passe pas par le chemin du capteur. Donc même si on permet des opérations de maintenance locale, qu'on peut changer la configuration locale, voire que même elle ne se fait qu'en local, il est extrêmement important que cette information soit remontée en centrale pour toujours avoir le twin, l'équivalent digital avec la bonne information qui va permettre de piloter éventuellement même les opérations de maintenance depuis le central. Et ceci, c'est clairement, hein, il peut être, et c'est raisonnable de faire certaines choses en local, en physique. Là, c'est des questions de ROI hein, qu'il faut calculer entre faire des choses industrielles et faire des choses plutôt en manuel. Mais il faut toujours être capable de piloter et d'avoir une vision en centrale et de ne pas perdre cette capacité-là. On avait ensuite prévu de faire un petit focus sur l'ETH. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur cette première partie ou des retours d'expérience à partager sur ces sujets. Je sais pas s'il y a... Bonjour. Je crois qu'il faut Oui. 3 secondes. Il faut appuyer dessus. Oui, allô. Allô. Ouais, Bonjour. Je vais répéter votre question. Ouais. Donc Amine Benasker, architecte cloud, spécialisé en data center. Quand on fait plus en fait de data center pour nos clients, de plus en plus en fait nos clients, surtout en fait les entreprises spécialisées en IoT, nous demandent en fait de computing local, donc du edge computing. Donc on l'offre. On offre pour les clients toujours en fait du private cloud, donc chez Equinix ou Interxion ou ce qu'ils veulent en fait en data center. On construit les data centers, mais de plus en plus ils nous demandent en fait du cloud computing, edge qui est en local, pour justement améliorer en fait la bande passante, computing en local, justement faire ce que vous avez dit justement. Donc, mais vu qu'en fait on n'est pas spécialisé en on n'est pas spécialisé en IoT justement. Donc, on a les mêmes contraintes que ceux qui font du IoT. C'est-à-dire, en fait, nos serveurs, ils ne sont plus en data center, mais ils sont en l'air normal, en fait, c'est à l'extérieur. Et on a les mêmes inconvénients, les mêmes contraintes, et nos serveurs, ils ne suivent pas, en fait, la même durée de vie. Justement, en fait, c'est comment vous faites. Justement, je suis intéressé par votre expérience, en fait, comment gérer, en fait, vos capteurs pour gérer mieux, en fait, mes serveurs qui sont là pour l'IoT, justement. Et généralement, en fait, les clients qui demandent en fait, ce service, ils ne s'intéressent pas et ils ne gèrent pas en fait, les serveurs comme on le gère nous-mêmes. Donc voilà, je pense en fait, là-dessus, en fait, qu'il y a un travail en fait, à faire. Et en ce moment, en fait, ma boîte, justement, elle essaie en fait, de concevoir en fait, l'offre pour l'edge computing, mais tout en assurant en fait, une meilleure offre. Merci. Alors, en fait, on est assez proche, en effet, des problématiques de ce type, ou même des problématiques de poste de travail, hein, parce qu'au final, quand on a des millions de postes de travail dans la nature, c'est à peu près la même chose. Sauf que la différence dans les devices IoT, c'est qu'il n'y a pas nécessairement quelqu'un derrière pour dire ça ne marche pas, alors qu'un poste de travail, il y a quelqu'un. Mais bon, un serveur, il n'y a pas toujours quelqu'un pour le dire. Donc, il faut mettre en place les processus de supervision et on n'a pas cette remontée, on n'a pas toujours cette remontée de l'utilisateur. Et ça, c'est un point qui est important. Mais sinon, en effet, les problématiques sont similaires. Mais comment on fait? Tout simplement en prévoyant dès la conception du device ces fonctionnalités-là. Ce n'est pas des choses qu'on pourra mettre après. On le verra après quand on déterrera sur l'OTA. Hein. Il faut avoir prévu dans la conception même cette capacité-là de
configuration à distance, de mise à jour software à distance, de mise à jour de firmware, et ça de l'ensemble, de tout ou partie de l'ensemble des softwares qui sont embarqués en fait. Mais ça s'invente pas. Et ça doit être prévu en amont. Toujours en matériel, pas en software. Ah bah, c'est un mix, hein. De toute manière, on est sur du mix qui fait appel à du matériel et à du software. Et aussi à de la crypto, puisque derrière, toutes ces mises à jour doivent être sécurisées. Donc, on a l'ensemble des packages qui sont signés, chiffrés, et il y a des clés qui sont sur les devices, j'en parlais tout à l'heure, pour pouvoir gérer cette sécurité de bout en bout et sur l'ensemble de la vie du capteur. Et avec une capacité de renouvellement, parce qu'on parle de certificats derrière, avec des renouvellements tous les 10 ans ou tous les 20 ans, en fonction aussi des attaques qu'il peut y avoir sur la partie cryptographique, l'augmentation des tailles des clés, etc. etc. On a beaucoup parlé de la mise à jour à distance, mais il y a aussi, pour certains de nos clients, la capacité aussi à garder un accès local. Et pas forcément, tout ne doit pas forcément se passer à distance. Il y a aussi la capacité à mettre à jour localement sur les équipements, un certain nombre soit de configuration moins firmware, software, garder un accès local pour pallier à des cas de difficulté d'accès distant, notamment. Et sur les processus, pour revenir à la discussion qu'on avait tout à l'heure, il y a, après l'usage, bien sûr, la réutilisation. C'est en fait, on peut des fois être obligé de réassocier ou réenrôler parce que on peut déplacer, par exemple, un boîtier sur un autre véhicule ou changer d'utilisateur de véhicule, si on parle de l'automobile. Ou si on a une boîte aux lettres, pourquoi pas un changement d'utilisateur de boîte aux lettres, hein, une revente. Donc il faut être capable de gérer cette association. Et donc il y a un cycle de vie aussi et une gestion du lien entre l'usager et le device. Donc il y a toute cette partie-là. Et bien sûr la fin de vie, où il faut potentiellement, lorsque le boîtier est, je dirais, à une fin de vie, le décommissionner. Et le décommissionner aussi des systèmes d'information, potentiellement sur la partie télécom, etc. Puisqu'il peut y avoir des coûts télécom au fait que le boîtier existe. Donc il faut bien résilier les abonnements, etc. Donc il y a toute cette partie-là à mettre en place. D'autres questions ? On va faire un petit focus sur l'OTA. En tout cas, revenir dessus et redissocier un peu ce que c'est. En fait, on parle de manière assez large sur la mise à jour over JR. En fait, ça comprend plein de choses. La mise à jour de la configuration. Donc ça, on se dit bien, c'est du reparamétrage à distance. Donc ça c'est assez simple. Et on peut en avoir besoin, même rien que pour l'activation. J'en ai parlé tout à l'heure. Et ça rejoint le concept de jumeau numérique dont on parlait précédemment, beaucoup utilisé pour tout ce qui est quota, donc configuration over JR. Avec toujours en tenir compte dès le début, dans la conception, qu'au-delà de la configuration, la remontée de configuration, c'est quelque chose d'essentiel. Même si on ne peut pas configurer à distance, parce que par exemple, pour des questions de sécurité, on ne veut pas que ça se fasse à distance, etc., on peut le comprendre. Qu'au moins, toutes les données, même si elles sont paramétrées localement, on les remonte. On est toujours le jumeau numérique. Deuxième sujet, c'est le software et le firmware. Et en fait, ce sont tous des softwares, que ce soit un soft ou un firm, c'est à peu près la même chose. C'est simplement le niveau dans le stack logiciel. Mais on en a beaucoup. Là, il y a une question dans la conception d'un boîtier ou d'un device, c'est jusqu'où je vais. Qu'est-ce que je mets à jour? Parce qu'en fait, sur une carte, sur un device IoT, il y a plein de capteurs. Chacun potentiellement a un petit firmware dedans. Et il y a aussi le cœur qui va faire souvent le lien avec la partie télécom, qui lui est peut-être un peu plus software, avec potentiellement plusieurs niveaux de soft dedans. Donc il faut réfléchir à qu'est-ce que je vais vouloir mettre à distance, qu'est-ce qui va être immuable, donc je ne pourrais pas mettre à jour, et qu'est-ce que je ne mettrai pas à jour. Et avec en tête la complexité. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ces opérations de SOTA ou de FOTA, ça a un petit risque que l'objet redémarre moins bien après. Alors je suis d'accord, ça marche plutôt bien. Nos fournisseurs, les grands fournisseurs de devices et de solutions de mise à jour vers JR, ils ont travaillé, ils font bien. On est peut-être à 99,9,
Mais je rappelle, hein, les 0,1% sur des grands volumes, c'est voilà. Et après, ça a un coût. Et puis aussi, ça a des clients qui sont insatisfaits parce que du fait d'une mise à jour, le device ne marche plus. Et si on veut sécuriser un maximum ces fonctions de mise à jour, ça demande des ressources en interne des boîtiers qui coûtent cher. Donc on aura des boîtiers plus chers si on veut pouvoir mettre en place des fonctions de mise à jour reverse UR. Typiquement, ça veut dire qu'on a par exemple 2 espaces mémoire pour avoir une copie toujours de l'ancienne version. Mais ça veut dire qu'on double la taille de flash par exemple. Donc plus on veut robustifier les capacités OTA, plus on va avoir un device qui va coûter cher. Donc là, dans le ROI, dans la construction des devices, c'est important de prendre en compte ça et de se poser les bonnes questions. Parce qu'une fois qu'on l'aura conçu, qu'on aura fait, qu'on aura designé et mis en fabrication, on ne va pas revenir en arrière et rajouter des fonctionnalités. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Alors peut-être que sur la partie très soft, on peut le faire après coup, mais sur la partie très bas niveau, on aura du mal. On ne va pas augmenter la taille de flash comme ça, hein, c'est bien matériel. Donc il y a cette partie-là où il y a une réelle conception. Et si on veut tirer des bénéfices de l'OTA, il faut y avoir pensé et donc il faut avoir pris en compte ça en amont. Et clairement, ça sert parce que derrière, ça veut dire que si on a ces fonctions OTA, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des fonctionnalités. Hein, donc on peut se dire, voilà, j'ai un peu plus de puissance CPU, j'ai plus de choses, je ne sais pas encore, ou j'ai des capteurs en plus, mais aujourd'hui, je n'ai pas complètement tous les cas d'usage business. Ou en tout cas, je peux me prendre quelques risques en me disant c'est peut-être comme ça qu'on va faire le produit. Et puis après, plus tard, revoir, faire évoluer la roadmap et rajouter des fonctionnalités parce qu'on est capable de mettre à jour. Deuxième raison de la mise à jour, c'est clairement la partie cybersécurité. Parce que dire qu'un device est sans trou, ça n'existe pas. On sait très bien qu'il y en a. On gère le risque. Par contre, on peut être obligé de mettre à jour rapidement parce qu'on a détecté une faille, parce qu'un bout de soft qu'on a intégré dans notre device, même si on n'en est pas responsable, il a un trou et donc être capable de mettre à jour, c'est important. Donc pour des questions de sécurité, c'est essentiel d'avoir cette fonctionnalité OTA. Maintenant, l'OTA, c'est compliqué, je dis, c'est pas sûr que ça redémarre le lendemain. Il peut y avoir des choses, des problématiques. Ça coûte un peu plus cher. Et peut-être qu'il va falloir préférer des mises à jour physiques. Et donc, il faut aussi prévoir potentiellement ce canal-là physique. Être capable aussi d'avoir ce canal physique quand le canal OTA n'a pas fonctionné. Donc, c'est à avoir en tête. Et derrière, il y a toute la réflexion sur les politiques de mise à jour. Est-ce que je me permets d'avoir des devices qui sont dans toutes les générations? Ou est-ce que je mets toujours à jour? Sachant qu'à chaque fois, mettre tout à jour quand on a des millions de devices, ça veut dire que chaque version, je la redéploie sur 1 million. Mais si ça se trouve, dans une semaine ou dans 15 jours ou dans 3 semaines ou dans un mois, j'aurai une nouvelle version. Encore un petit peu mieux. Donc là aussi, il y a toute la question de train. Est-ce que je fais une quarterly release comment je release? Quel est mon release management? C'est comme dans le sujet des serveurs et des postes de travail. C'est quelle gestion de patch, quelle gestion de release. Avec la problématique que on peut avoir des problématiques de taille, de volume, de package. Donc là, il y a pas mal de choses à planifier dans la gestion des versions. Voilà sur la partie OTA, les points qu'on pouvait aborder. Des questions? Ou des sujets de préoccupation pour certains? Romain? Peut-être passer sur la dernière, c'est on a plutôt focus sur la partie organisation derrière. En fait, c'est quand on veut commencer à industrialiser, passer à l'échelle en termes d'IoT, il y a toute une organisation à mettre en place. On l'a vu dans le cycle, avec la vision du cycle de vie. Il y a des étapes de fabrication, donc il y a des fournisseurs, il y a une variété de fournisseurs, des opérateurs, des fabricants, etc. On a des équipes IT, SI qui vont être là aussi, alors plutôt sur toutes les couches basses de l'infrastructure, parce qu'évidemment, quand on parle de la remontée d'informations sur des millions d'objets et aussi la capacité à aller pousser, descendre des packages de mise à jour sur des millions, il y a toute une infrastructure à prendre en compte, donc il y a une vraie mobilisation des équipes infra
qu'il faut embarquer dans ces sujets. Et après, la partie aussi, c'est derrière tous les usages métiers qu'on peut en... Alors, il y a la donnée qui va être consommée pour les usages métiers, on les a définis. Et il y a aussi toute la partie opération, comment on monitore, comment on gère nos systèmes d'alerte, comment on va organiser toutes les équipes autour de la plateforme. Je sais pas, il marche. Comment on va organiser l'ensemble des équipes autour de la plateforme pour venir justement gérer, avoir toutes ces compétences. Et on parlait notamment du Edge, mais le Edge aussi, c'est des compétences locales, notamment sur les sujets industriels. On les voit en fait, comment on va réussir à avoir des compétences locales et centrales et faire communiquer deux mondes ensemble. On voit aussi, juste une petite parenthèse sur le Edge, il y a aussi le volet de la sécurisation entre des SI industriels et des SI dites bureautiques. Et du coup, le Edge peut aussi permettre d'accélérer certains cas d'usage parce que justement, on peut avoir cette ségrégation en local. Il faut, voilà, toute cette compétence SI, elle n'est pas forcément que des équipes centrales. Il faut aussi former, embarquer des équipes locales sur ces sujets. Il y a après tout un volet sur la logistique. En fait, chez un client, on parle de supply chain des composants, mais c'est vraiment ça. En fait, c'est créer une supply chain dédiée à la logistique de tous ces capteurs et du coup d'embarquer, de créer cette équipe, cette supply des composants. Et derrière, il y a aussi tout un volet d'un réseau, par exemple, dans le monde, et ça va dépendre après des cas d'usage, mais dans le monde de la mobilité, dans le monde de l'automobile, il peut y avoir un réseau de partenaires parce qu'il va falloir venir faire des opérations locales, physiques, sur les boîtiers. Donc il y a tout un réseau aussi à embarquer dans ce modèle opérationnel. Et toujours avec ce qu'on mentionnait précédemment, c'est qu'il ne faut pas que ces opérations aient lieu sans qu'on ait une vision consolidée. Sinon, on perd la connaissance de nos véhicules. Et en fait, ils sont peut-être connectables, mais on a perdu l'information parce qu'on n'a pas su la remonter. Donc penser, réfléchir à toute cette industrialisation, à toute cette mobilisation des équipes sur la chaîne IoT et être capable de concevoir un modèle opérationnel et se dire en fait de quelles informations on va avoir besoin, qui va pouvoir faire quoi, et penser l'organisation au même niveau que les sujets techniques, technologiques, d'aller embarquer cette notion d'organisation autour. C'est clé pour réussir le passage à l'échelle et pas se retrouver après dans des situations de choses qu'on n'a pas vu venir. Alors, on mentionnait le terme, mais en fait, il peut y en avoir d'autres autour où on va subir parce qu'on a mal anticipé, mal prévu et finalement on va perdre une connaissance et du coup on va devoir par exemple, rappeler des véhicules, aller désinstaller des capteurs pour les mettre à jour, etc. Et ça va coûter potentiellement, ça va coûter beaucoup d'argent et du coup le ROI, le business case qu'on avait imaginé au démarrage, il est plus valable parce que tous ces coûts-là, on ne les avait pas anticipés. C'est clair qu'il y a une véritable enjeu à mettre tout le monde autour de la table et tout le monde qui se comprend. Et pour ça, il va falloir mettre de l'huile et une capacité à faire comprendre la partie et les problématiques business ou clients aux différentes parties prenantes. Et on parlait du fournisseur de capteurs, mais le fournisseur du fournisseur de temps en temps, parce que les bugs peuvent arriver jusque-là, ou le fournisseur du fournisseur du fournisseur, qui lui n'a aucune conscience de l'usage final qui est fait, de ce que ça va donner à la fin. Et c'est toute une chaîne en fait. Et il y a un véritable enjeu à ce qu'on puisse faire travailler tout ce monde-là ensemble sous forme de task force pour industrialiser et traiter l'ensemble des problématiques. Et ça comprend donc toute la chaîne, le capteur, le fournisseur ou les fournisseurs télécoms, parce que eux aussi, on peut se dire que c'est j'achète et ça marche. Non, ils ont aussi, ils sont partie prenante, ils font des choses, ils font des opérations, ils sont capables de résilier des SIM quand vous ne voulez pas. Enfin bon, voilà, ça existe. Ou ils sont capables de résilier des abonnements, voilà, ou d'avoir des erreurs aussi de leur côté. Donc on a vraiment toute la chaîne à mettre autour de la table et ça nécessite d'avoir au niveau du projet une structure de run qui soit capable de gérer ce cycle de vie et de coordonner l'ensemble de ces acteurs et qu'ils se comprennent. Il y a des experts à tous les endroits, ils sont tous très bons,
mais ils n'ont pas tous la visibilité de ce que fait l'autre à côté. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait cette colle-là d'ensemble. Et c'est essentiel d'avoir pris en compte ça dans le sizing du projet, dans la construction de l'organisation, d'avoir pris en compte le fait qu'il y avait besoin de cette entité ou de cette capacité à fédérer en centrale des compétences multiples, des expertises multiples, pour arriver à avoir une bonne qualité au final et d'avoir le service tel qu'on l'attend. Ce sujet est vraiment essentiel. Et on ne peut pas juste laisser partir chaque élément de son côté. Il y a vraiment besoin de structure et de coordination. Vous avez des questions? Alors, d'autres retours d'expérience à partager ou... Tu veux rajouter des points, Benoît? Moi, je préférais qu'il y ait des questions sur les... Est-ce qu'il y a des sujets qu'on a effleurés ou sur lesquels vous voudriez qu'on creuse un peu ou qu'on vous donne des retours d'expérience? Alors, vous mentionnez la notion de sécurité au niveau de update et mise à jour des objets. Je me demande, il y a toujours cette contrainte de processing unit. Les sensors et les devices sont généralement limités au niveau cryptographique. Tu ne peux pas faire tu peux pas toujours, on va dire, assurer un niveau respecté au niveau de chiffrement. Je me demande, si vous avez un retour sur ça, et est-ce que c'est toujours la sécurité, ça se fait au niveau des passerelles, c'est mieux, ou c'est mieux aussi de pousser vers les devices, vers les edge, enfin les sensors et tout ça. Merci. Alors, sur la sécurité, je pense que il faut la prendre à tous les niveaux. Elle ne peut être vue que globalement et que pensée à tout niveau. Donc, c'est pas que de la partie chiffrement hein, ou crypto. Hein. La sécurité, ça se pense tout simplement, dans chaque étape du développement du produit, du device, mais aussi de l'infrastructure. Et à chaque fois, les questions, c'est se poser la question du risque et des vulnérabilités et de comment on est capable de limiter ce risque et de pallier les vulnérabilités. Et donc, des fois, ça ne sert à rien, en effet, de mettre un mur énorme à un endroit s'il y a un gros trou béant à côté. Il faut être cohérent. Donc, il faut avoir conçu la solution de manière cohérente. Ce qui est d'autant plus compliqué qu'on va sur des devices qui sont, comme je l'ai dit, un sandwich de technologies de différents fournisseurs. Hein. Donc, il faut réussir à les coordonner, etc. Et en effet, il y a des capacités de computing qui sont potentiellement limitées. Et là, il faut réfléchir et il y a des solutions pour essayer de limiter la surface d'attaque. Et des fois, limiter la surface d'attaque, ça va être ne pas être capable de faire de mise à jour. Hein. Ça peut être des fois des réponses comme ça. Même si vis-à-vis du business, ça peut être un problématique. Mais après, c'est des choix. Et il faut mettre les risques en face et regarder et faire les bons choix. Il faut les faire éclairer. Donc, clairement, c'est à tout niveau, dans la conception logicielle aussi, dans la manière dont je développe, dans la manière dont je travaille avec mes développeurs. Ce n'est pas que le device en lui-même, c'est ce qui est issu d'un ensemble de travail de R&D. Et donc, c'est aussi dans les process en amont. Et ça nécessite de faire des assessments à tous les niveaux et de s'assurer à tous les niveaux qu'on respecte bien et qu'on a pris en compte les contraintes de sécurité. Et les contraintes de sécurité, c'est bien sûr la sécurité sur les devices en eux-mêmes,
mais aussi la sécurité sur les données qu'on manipule. Je rappelle l'ensemble des règles sur la protection des données personnelles, donc GDPR. Il est indispensable de les prendre en compte quand on conçoit le device. Donc s'il stocke, s'il gère des données personnelles ou si on en a en centrale, il faut être clair là-dessus et il faut faire ce qui est nécessaire pour anonymiser au bon endroit, ne pas garder des traces de données personnelles dans la durée. Voilà. Donc c'est un ensemble. Et on ne peut pas juste se focaliser sur le device en lui-même. C'est l'ensemble de la chaîne qui doit être sécurisé. La chaîne et les processus. Parce que pareil, quand je parlais de clés cryptographiques, etc., ça veut dire que c'est le processus, dans certains cas, qui sont sécurisés. Ce n'est pas le device en lui-même. Ça passe aussi par l'humain. Donc c'est pour ça que je donne un peu de... Je ne réponds pas complètement à la question sur le device, mais je pense qu'il faut aborder globalement la partie sécurité et se poser l'ensemble des questions de manière cohérente. C'est sûr, je comprends, mais ça me rassemble à chaque fois qu'on aborde ce sujet. En fait, on a tout simplement hérité tous les problèmes de l'Internet en soi, qu'on galère déjà avec depuis la création. Et c'est toujours, on a envie d'avoir un monde meilleur avec les Internet des objets. Mais à votre avis, ça va être différent en quoi par rapport à l'Internet qu'on a déjà, surtout à ce niveau-là, de l'assurance de privacy et tout ça? Ça évolue parce que aujourd'hui, c'est pris en compte de plus en plus tôt dans la conception des devices. Alors, c'est pas la panacée, on n'est pas, voilà, mais ça progresse. Rien que le fait que le législateur ait défini certaines choses, rien que le fait qu'il y ait des responsables sécurité qui soient nommés et qui réfléchissent à la problématique, fait que naturellement, ça progresse. Pas suffisamment vite, mais ça avance. Et c'est aussi dans les développements à chacun de prendre ses responsabilités et de se poser les bonnes questions. Donc, ça va être potentiellement meilleur, moins bon. En fait, il y a un tel développement des technologies que je ne saurais pas donner un mieux ou un moins bon. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est plus pris en compte. Ça va dans le bon chemin. Mais c'est un mouvement d'ensemble. Le monde, on le fait ensemble. Donc c'est l'affaire de tout le monde. Donc je ne peux pas prendre le pari pour l'ensemble. Merci. Juste, en fait, justement, je réponds à mon collègue. On ne fait pas partie de la même boîte, mais on travaille ensemble, justement. Mes clients, en fait, justement, ils me demandent du edge computing, justement, pour réduire, en fait, le risque, parce qu'ils ne font pas confiance, en fait, à Internet, ils ne font pas confiance à l'opérateur. Donc, du coup, en fait, ils veulent, en fait, la même capacité de compute, justement, pour sécuriser, chiffrer. Donc, et les sensors, ils n'ont pas les capacités de compute pour le faire. Ils essaient, en fait, de les envoyer à un gateway. Le gateway envoie, en fait, ça des applications du soft avec des VM et conteneurs pour sécuriser le maximum et envoyer. Il y a toujours le risque qui est sur site. Donc, eux, ils l'acceptent. Mais ils n'acceptent pas, par exemple, que ça soit... il y a un risque, par exemple, d'intrusion en Internet. Sur Internet, ils ne peuvent pas l'accepter, mais ils acceptent, en fait, sur site. Et justement, en fait, en parlant avec eux, donc ils disent, ouais, en fait, on accepte ce risque. C'est pas votre métier. C'est pas à vous, en fait, de nous donner de conseils là-dessus. Mais justement, en fait, petit à petit, par exemple, je me rends compte, c'est juste une anecdote, que parmi, en fait, mes cartes qui sont sur site, ont été récupérées par le personnel. Donc je leur dis, oh, attention, là, ce sont mes cartes. Et dedans, en fait, il y a les clés, il y a pas, en fait, voilà, il n'y a pas l'ensemble. Il faut choisir, en fait, les mêmes cartes. Justement, c'est notre protection. Mais au final, en fait, si mes serveurs chez vous, ils ne sont pas sécurisés, finalement, vous n'êtes pas sécurisé parce que remplacer les serveurs ou il y a des techniques, en fait, il y a du hacking hardware. Donc, même si on est sécurisé en soft, en Internet, en fibre, en chiffrement, mais il y a toujours, en fait, un risque de hardware. Mais finalement, il y a toujours, en fait, c'est des questions. Voilà. Donc, il n'y a pas un monde idéal, mais on essaie de limiter toujours le risque. Et voilà.
Mais sur les objets connectés, c'est bien la problématique, c'est que généralement, les objets, ils sont dans la nature et donc dans des environnements non sécurisés. D'où l'importance de les concevoir avec un minimum de surface d'attaque. Et voilà, donc c'est bien le pendant. Et on doit, quand on parle de mise à jour du device, elle doit être autant sécurisée quand on le fait en OTA, donc over the air, que quand on le fait physiquement. Donc, c'est-à-dire que les processus et même les solutions techniques de sécurisation des mises à jour, voire de sécurisation de la mise à jour de la configuration, je ne parle même pas de sécurisation de mise à jour au software, même de la configuration. Dans certains cas, on met en place des solutions techniques qui permettent de les sécuriser. Donc là, on est vraiment, et quand on parle de sécurité des objets connectés, on travaille vraiment sur une vue de l'objet indépendant de son environnement. Parce que l'environnement, on ne le maîtrise pas. Et c'est bien la différence avec vos serveurs qui sont peut-être dans des endroits où vous les maîtrisez. Moi, les objets, ils sont partout, dans des températures que je ne maîtrise pas. Quelquefois, on les met dans les cages de Faraday ou on les met en sous-sol. Donc, ils ne communiquent plus et on ne comprend pas pourquoi. Enfin, si, c'est normal, c'est leur vie, en fait. Et c'est toute la complexité du monde de l'IoT. C'est l'entropie et la diversité, en fait, de vie de ces objets, en fait. Et ils peuvent être distribués dans le monde, dans des environnements plus ou moins hostiles. C'est bon ? Merci. Bonne fin de journée. Merci.